L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africa Télévision. Voici les titres de cette édition. Au Mali, les élèves ont repris les classes. Les établissements scolaires sont à nouveau opérationnels pour une nouvelle année académique 2014-2015. Des chefs d'État et de gouvernements africains se sont retrouvés à Niamey. Il s'agissait d'élaborer une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Et ce soir, mardi sport, en première partie, basketball et de 9 pour les États-Unis. La Dream Team a décroché dimanche sa 9e couronne à l'issue de la 17e édition du mondial féminin face à l'Espagne. Les détails, ce sera en fin de journal avec Aminata Mariko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils ont été tués dans une embuscade tendue par les djihadistes vendredi dernier. Depuis hier, le Niger observe un deuil de 3 jours à l'intention de ces soldats. Et ce mardi, les dépouilles des 9 soldats tués doivent être rapatriées au Niger. Mais avant, un hommage leur a été rendu à Bamako. Les dépouilles ont été exposées dans la cour de la représentation de la MINUSMA. Parlons éducation à présent. L'année scolaire 2014-2015 a effectivement démarré ce 7 octobre au Mali et cela sur toute l'étendue du territoire. Quelle était l'ambiance au sein des établissements? Eh bien, nous le saurons dans ce reportage avec Aminata Mariko. Les belles vacances sont désormais terminées. Élèves et enseignants ont répondu à l'appel du savoir ce mardi dans leur établissement respectif ce matin dans une ambiance de grand jour. Faisant ainsi revivre ces lieux restés déserts depuis le mois de juin dernier. Vous voyez, ça se passe très bien. Ils ont répondu à l'appel du 7 octobre qui était demandé par le ministère de l'Éducation et l'administration scolaire. Que certains réclament leurs parents. Donc il va falloir qu'on les retienne. Les élèves partagés entre l'inquiétude et la joie de reprendre les cours souhaitent de tout cœur que l'année scolaire ne connaisse pas de grève. L'entrée se passe bien, très bien, je suis contente. Oui, bien travailler à l'école, c'est mon objectif préféré. Du côté des tout-petits, rentrer des classes est souvent synonyme d'angoisse. Et ça c'est bien ça. Pour les parents, on a beau connaître la date et savoir que la rentrée des classes a lieu tous les ans, on n'est pas pour autant toujours prêt à y faire face. Dès qu'on n'a même pas fini la fête des moutons, et ça arrête le 3e jour de la rentrée. Mais on se laisse à Dieu, Allah de Babé. Premier sujet choisi, la fièvre hémorragique à virus Ebola, actualité oblige. Donc, ils ont déjà pris place et on est en train de dispenser une leçon modèle sur la fièvre hémorragique Ebola. Si certains sont déjà installés, d'autres par contre attendent ou cherchent leur nom pour intégrer les classes. Ici au groupe scolaire Mamadou Konaté, comme dans celui de Djoukouni-Para et d'autres établissements visités, les directeurs et responsables des CAP sont descendus sur le terrain pour constater l'effectivité du début des cours dans les différentes classes. Toutefois, certains responsables d'établissements ont regretté la non-présence de certains enseignants à leur poste. De faire le maximum, quand même, le moyen de bord présentement nous permet vraiment de faire un début d'année scolaire normale. Pas très bien, je pense que la rentrée effective ici, tous les enseignants sont là à peu près à 90%. Ici, au groupe scolaire de l'école du fleuve de Djoukouni-Para, c'est dans une cour inondée et insalubre que les élèves ont repris les classes. Nous avons fait beaucoup de choses par rapport à ça. D'abord, nous avons tenu des réunions au niveau communal. Le maire est informé, même au niveau ministériel. L'année dernière, le directeur national de l'enseignement fondamental était présent ici. Il a vu, il est rentré dans l'eau. Lui-même, il peut témoigner. Donc, jusqu'à présent, je dis que ici, cette situation est là depuis 25 ans. Bonne rentrée scolaire 2014-2015 à tous les élèves, les enseignants, les parents d'élèves.
Si la rentrée scolaire a été effective au Mali, dans d'autres pays, elle ne l'était pas. Elle a été plutôt perturbée par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Eh bien, les établissements scolaires restent donc fermés dans ces pays jusqu'à une date indéfinie. Et cela, c'est surtout dans les 4 pays les plus affectés par le virus de l'Ebola. Eh bien, Aminata Mariko nous en dit plus. Au Nigeria, une décision du 26 août du gouvernement fédéral ayant sous sa tutelle les établissements primaires et secondaires publics et privés nigérians a fixé le jour de la rentrée scolaire au 13 octobre en raison du virus, bien sûr. Cette décision a toutefois été contestée par le syndicat des enseignants NUT qui a appelé ses membres à ne pas reprendre l'école lundi en estimant que le gouvernement fédéral n'a pris aucune mesure de précaution nécessaire pour assurer la sécurité des élèves. Une contestation à laquelle s'est jointe l'association médicale nigériane NMA, principal syndicat médical au Nigeria. Au Libéria et en Sierra Leone, ce sont plus de 3,5 millions d'élèves à être concernés par la décision de maintenir les écoles fermées à cause de l'épidémie d'Ebola jusqu'à une date indéterminée selon des chiffres donnés par l'UNICEF. Si le confinement général de 3 jours a pris fin au Sierra Leone, il continue toujours pour les élèves des établissements primaires et secondaires jusqu'à l'amélioration de la situation selon des sources officielles. Au Libéria, où l'épidémie sévit le plus durement avec 1459 morts sur 2720 cas, selon les derniers bilans de l'OMS arrêtés au 14 septembre, aucune date n'a encore été avancée pour la rentrée des classes depuis que le gouvernement libérien a décrété le 31 juillet la fermeture des écoles pour cause d'Ebola. Une situation scolaire analogue sévit en Guinée également, où l'épidémie a fait 601 morts sur 942 cas. Le 4 septembre, les autorités ont annoncé le report de la rentrée scolaire à une date ultérieure. À ce rythme, une année blanche est à craindre dans ces pays infectés. Ebola toujours, et nous nous rendons en Espagne avec ce premier cas de contamination en Europe. Il s'agit d'une aide-soignante qui n'est pourtant pas allée en Afrique, mais qui a pourtant contracté le virus. Dans ce reportage, nous avons des détails. Urgence à Madrid, au milieu de la nuit, une patiente atteinte par Ebola est transférée sous haute protection. Direction l'hôpital La Paz. C'est pourtant là qu'elle a contracté le virus, sur son lieu de travail. Cette aide-soignante s'occupait des 2 missionnaires espagnols qui ont succombé à la maladie. Sa contamination inexpliquée est la première hors d'Afrique de l'Ouest. Elle révèle une faille dans le dispositif de sécurité sanitaire au cœur d'une capitale européenne. Face à l'inquiétude grandissante, les autorités espagnoles veulent éviter la panique. Il y a donc un cas confirmé, 2 cas suspects, plus un 3e qui a été admis à l'hôpital, même s'il ne présente pas les symptômes d'un cas suspect, mais par précaution, il est hospitalisé pour voir comment il évolue. Outre l'aide-soignante et son mari, il est question d'un ingénieur revenu du Nigeria et d'une infirmière. Mais plus de 50 membres du personnel médical sont sous surveillance, ainsi qu'une vingtaine de personnes extérieures. Selon la direction de l'hôpital, les mesures de protection ont été respectées. Pourtant, le personnel dénonce les combinaisons utilisées lors des soins aux malades d'Ebola. Sans système respiratoire indépendant et dotées de gants de latex fermés par de l'adhésif. Elles ne seraient donc pas conformes, selon eux, aux normes de l'OMS. Pour tout vous dire, on s'y attendait. Du moins, moi, je m'y attendais. Parce qu'on ne doit pas jouer avec ces choses-là comme ils l'ont fait. C'est très inquiétant. Ils n'ont pas géré cela correctement. Une enquête est en cours à l'hôpital. Le personnel exige des réponses immédiates et réclame la démission de la ministre de la Santé espagnole. La Commission européenne demande elle aussi des clarifications. Une réunion extraordinaire des 28 se tiendra dans les prochaines heures à Bruxelles. Au Niger, Niamey, la capitale, a accueilli ce mardi un sommet régional consacré à la lutte contre Boko Haram. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement du Cameroun, du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Bénin devaient réfléchir sur la mise en place d'une stratégie commune de lutte afin d'harmoniser les capacités opérationnelles et de renseignement des armées participantes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Somalie, les combattants Shebab ont quitté la ville de Baraoué depuis hier. L'armée somalienne et les forces de l'AMISOM ont repris le contrôle de cette localité et les opérations de sécurisation de la population se poursuivent.
Pas à pas, région après région, l'État somalien reprend ses droits. Ces hommes des forces armées gouvernementales, accompagnés de soldats burundais de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, tentent de rétablir l'ordre après le retrait des combattants islamistes dans la région de Shabelle, cet ancien fief Chebab, dont la capitale Baraoué est tombée dimanche. Objectif premier, rassurer les populations, les sensibiliser à une plus grande coopération pour éviter le retour des Chebabs. Aujourd'hui, vous êtes témoins, le commerce reprend comme avant. Désormais, nous sommes ici, soldats somaliens et de la force de l'Union africaine, et nous avons parlé aux communautés, aux mères, aux enfants, et je peux vous dire combien ils sont heureux. Ils ont confiance, ils nous ont accueillis chaleureusement. Depuis dimanche, les soldats somaliens et ceux des forces africaines se déploient dans Baraoué, le port de commerce déserté depuis par les combattants islamistes. Quelques échoppes fermées à la hâte laissent penser que la vie ne s'était pas arrêtée pour autant durant leur occupation, car plus qu'un symbole, c'est d'ici que les Chebabs exportaient du charbon de bois vers les pays du Golfe, crucial pour les finances du groupe islamiste chassé militairement de Mogadiscio. C'était un véritable abattoir humain ici. C'était le centre d'Al-Qaïda et des combattants étrangers venus d'Asie et des autres pays d'Afrique. Je veux remercier les soldats de l'AMISOM. Nous sommes en train de renaître. Une renaissance, lente mais régulière, au rythme de ces soldats somaliens et de l'AMISOM qui continuent de progresser à pied sur tout le territoire. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Nouvelle flambée de violence de la part de la rébellion islamiste des ADF Nalu dans la région de Béni en République démocratique du Congo. Dans la soirée du dimanche 5 octobre, ces rebelles basés en RDC depuis la fin des années 1990 ont attaqué un village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Béni en zone contrôlée en principe par l'armée régulière. En tout, 7 civils ont été tués, 14 personnes ont été kidnappées et plusieurs autres ont été blessées. La société civile du Nord Kivu s'inquiète de ce regain de violence et demande au gouvernement et à l'armée une réponse immédiate. Au Burundi, des dissidents des ex-rebelles Hutus des forces nationales de libération devenus aujourd'hui un parti politique ont revendiqué ce lundi 6 octobre une nouvelle attaque contre l'armée burundaise dans la commune de Jianga à une vingtaine de kilomètres au nord de Bujumbura et dans une zone frontalière de la République démocratique du Congo. Ils affirment avoir tué 6 soldats, un bilan que contexte l'armée qui parle d'un rebelle tué. Mais au-delà de cette polémique coutumière dans ce genre de cas, cette énième attaque de rebelles basée dans l'est de la RDC où ils bénéficient de complicité interroge sur la stratégie adoptée contre eux. Vainqueur de tous les scrutins organisés au Congo depuis 2002, le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso a encore remporté les élections locales du 28 septembre destinées à renouveler les conseils départementaux et municipaux. Cette consultation a été marquée par un faible taux de participation, notamment dans les grandes agglomérations. Les conseillers élus vont voter à leur tour le 12 octobre pour renouveler le Sénat à 2/3. Niamey accueille ce mardi un sommet régional consacré à la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram, dont la nette montée en puissance constitue un grave facteur d'instabilité pour les voisins du Nigeria, dont le Niger. Eh bien, on avait l'habitude d'entendre parler de l'éclipse totale du Soleil, mais cette fois-ci, la NASA annonce une éclipse totale de la Lune pour demain, mercredi. Elle pourra être admirée à l'œil nu dans son intégralité depuis l'océan Pacifique et les régions qui le bordent. Et à présent, la planète du sport avec Aminata Mariko, dans Mardi Sport, bien sûr. Aminata, bonsoir. Bonsoir, Albertine. Alors, tout d'abord, Aminata, parlons des éliminatoires de la CAN 2015, notamment la rencontre Sénégal-Tunisie. Nous sommes en football et nous parlons des éliminatoires de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 17 janvier au 8 février 2015 au Maroc. Les Aigles de Carthage de la Tunisie affronteront ce vendredi 10 octobre les Lions de la Teranga du Sénégal. Avant cette rencontre, les responsables de la Fédération sénégalaise de football ont organisé une conférence de presse pour parler de la situation d'avant-match.
Voilà, le reportage est avec nos spécialistes maison, Mamadou Dieye et Souleymane Anne. Une organisation à la hauteur de l'événement, mais également à l'image du football sénégalais dans le monde, c'est le pari que compte réussir la Fédération sénégalaise du football. Tout est fin prêt ou presque pour ce match du vendredi à domicile. La Fédération entend désormais s'inscrire dans une logique d'anticipation. Parce que très souvent, nous avions beaucoup pêché dans cela. Et c'est lié aujourd'hui de dire que nous avons pu retenir les leçons du passé et que nous avons pu avancer. Et maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est que ça ne soit que quelque chose qui dure le temps d'une rose, c'est-à-dire que sur un ou deux matchs, on puisse s'organiser et que derrière, les mauvais travers s'installent. Nous voulons arriver, avec l'équipe fédérale, à ce que l'organisation, au-delà de la communication, soit quelque chose qui devienne tout à fait normal. Le niveau d'organisation de qualité soit une marque de fabrique pour notre football et pour notre fédération. Une autre bonne nouvelle pour les supporters, la commercialisation des 53 500 tickets prévus a commencé, ce qui traduit le retour à la pleine capacité d'accueil du stade Léopold Sédar Senghor. Cette fois-ci, nous avons augmenté le nombre pour atteindre donc la capacité optimale du stade. Parce qu'à chaque fois, on a toujours gardé une réserve de sécurité qui tournait autour de 5 500 à 6 000 places. Donc là, on revient à la capacité normale. Parce que justement, le stade est toujours très beau, le stade Léopold Senghor, quand il est rempli. La Fédération sénégalaise du football lance un appel à l'endroit des supporters pour une mobilisation qui dépasse celle contre l'Égypte. Mais par mesure de sécurité, les fumigènes sont formellement interdites dans l'enceinte du stade. Et dans le même chapitre, Aminata, 7 pays vont se disputer l'organisation de la CAN 2017. En effet, il s'agit de l'Algérie, de l'Égypte, du Gabon, du Ghana, du Kenya, du Soudan et du Zimbabwe qui se sont portés candidats pour remplacer la Libye. La désignation du pays hôte se fera en début de l'année 2015 par le comité exécutif de la CAF. Albertine, il s'agit de la Confédération africaine de football. Et voilà, et puis les États-Unis ont remporté leur 9e couronne. En effet, la Dream Team, nous sommes en basketball, la Dream Team des Stades a surclassé l'Espagne, championne d'Europe en titre, 77-54 points lors d'une finale à sens unique à Istanbul. Nous sommes en Turquie. Cette rencontre a mis fin à la 17e édition du FIBA Women World Championship, qui s'est déroulée en Turquie. Nous allons voir comment s'est déroulée la finale. D'abord, le rendez-vous pour 2018, ce sera en République dominicaine et au Mexique pour le prochain championnat du monde FIBA. Mais en attendant, nous allons voir comment s'est déroulée cette finale entre les États-Unis et l'Espagne avec notre spécialiste maison, Sekou Tangara. Les États-Unis ont décroché dimanche leur 9e titre de champion du monde de basket féminin, le 2e d'affilée, en surclassant 77-64 l'Espagne, championne d'Europe en titre, lors d'une finale à sens unique à Istanbul. Les dames de la Dream Team ont pris soin de limiter l'impact d'Alba Torrens 10 points et Sanjo Light 16 points, le duo de choc adverse. Elles bénéficiaient déjà de 13 longueurs d'avance, 18-5 après seulement 4 minutes 30 de jeu grâce à l'adresse de Moore. Les Espagnols ont bien essayé de revenir, mais les partenaires de Suburd ont réalisé un 15-0 entre la fin du premier quart et le début du deuxième pour mener 39-17. Les Espagnols terminent deuxième, leur meilleur résultat dans un championnat du monde. La sélection ibérique, qui progresse après avoir décroché la médaille de bronze en 2010, sera la grande favorite de l'Euro 2015 organisé en juin en Hongrie et en Roumanie, où elle défendra son titre. Logé dans le groupe D en compagnie des États-Unis, de la Serbie et de la Chine, l'Angola a rendu un bilan de 3 défaites en autant de rencontres. Dans le groupe B, l'équipe du Mozambique n'a pu faire mieux. Battue par le Canada 54-69, la France 45-89 et la Turquie 54-64, les filles de Nassir Saleh terminent à la dernière place de ce groupe. Et Aminata, avant de finir Mardi Sport, quels sont les prochains rendez-vous sportifs sur Africa Télévision? Alors, l'équipe est déjà en maillot. Nous sommes sur la pelouse du football. Le capitaine de l'équipe, Yacouba Dansogo, est déjà en réchauffement pour le rendez-vous de 22h45 dans Chute. Et ce mercredi, quand il sera 20h30 temps universel, la Dream Team sera sur le plancher. Vous êtes l'arbitre du match.
Pour le rendez-vous hebdomadaire de la balle au panier, il s'agit de l'émission Afro-Basket. Merci Aminata Mariko pour toutes ces informations. Merci. C'est la fin de cette édition, fidèles téléspectateurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.